Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de l'invisible expliqué, un podcast qui part à la rencontre des professionnels côtoyant au quotidien le monde de l'invisible, pour œuvrer avec bienveillance et humilité vers une meilleure connaissance et compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Qu'entend-on réellement par invisible ? Tout est-il vraiment si imperceptible, si mystérieux, si secret ? Que ne voulons-nous pas voir autour de nous et en nous au point de ne pas se connaître réellement et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Plonger avec l'invisible expliqué dans un univers qui, pendant longtemps et encore aujourd'hui, a été qualifié de sorcellerie, d'infondé, de superflu, d'imaginaire pour les plus fragiles ou pour les fous. De quoi avons-nous si peur ? Décortiquons et démystifions ensemble le fonctionnement de ce monde qui est à la fois en nous et autour de nous. Partons à la découverte des mémoires cellulaires, de l'hypnose, des neurothérapies, des médecines ancestrales, des énergies et bien d'autres. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, merci Sandrine d'être avec moi sur ce nouvel épisode de l'Invisible Expliqué. Je suis super contente de t'accueillir dans ce podcast. Je suis vraiment ravie. Bon, désolée pour ma voix un peu bancale, je suis malade, mais ça devrait le faire. Normalement, tout va bien se passer. Sandrine, donc, tu es astrologue. Pas que, tu es aussi tarologue. C'est ça. Là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur l'astrologie. Tu vas nous expliquer ton parcours comme les précédents intervenants ont pu le faire, et puis ce qu'est l'astrologie, comment ça fonctionne, voilà, pour essayer de rendre la pratique concrète et compréhensible par le plus grand nombre pour les auditeurs. Et puis on parlera aussi de l'année 2025 qui a déjà bien commencé. C'est ça. Là, on est le 13 février quand on enregistre l'émission, donc il a déjà bien commencé, mais du coup tu nous donneras un petit peu les horizons et les tendances de cette année, les énergies de 2025. Alors Sandrine, si tu le veux bien, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton parcours, ton cheminement, d'où tu viens, parce que tu n'as pas toujours été astrologue. C'est vrai. Voilà. Moi qu'on puisse dire. C'est venu un peu après dans ta vie, mais est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Oui, bien sûr. Merci Sophie de m'accueillir dans ce podcast. Merci beaucoup. Alors, donc je m'appelle Sandrine Josserand, je suis vierge ascendant Balance. Voilà, comme ça c'est fait. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Alors, effectivement, j'ai pas du tout été astrologue tout de suite dans ma vie. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, d'où je viens. Ouais. Alors, moi, je viens donc, je suis née en Isère et j'ai un parcours scolaire un peu disparate. En fait, j'ai fait un bac médico-social. Donc, dans un premier temps, j'ai fait un parcours de secrétaire médicale. Et très vite, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait quelque chose qui me convenait pas. Donc, je suis partie faire un BTS agricole. Ah oui, rien à voir. Complètement rien à voir. J'adorais la gestion, j'adorais les chiffres. Le secrétariat, c'était pas mon truc. J'étais Moi, tu t'ennuyais, quoi. Pour la petite histoire, voilà, exactement. Ouais. C'était pas ça. La sténo, la dactylo, c'était pas mon truc, quoi. Ouais. Donc, je suis partie. Mes parents, ma mère étant agricultrice et mon père étant commerçant en bestiaux, je suis issue donc du milieu agricole. Donc, j'ai décidé en fait de suivre un peu le côté familial et d'aller dans la gestion du BTS où j'ai fait des rencontres extraordinaires. C'est un BTS qui me suit encore et dans lequel j'ai pu avoir toutes les bases en fait de comment mener une entreprise. Génial. Donc, ça a été juste incroyable. J'ai eu des professeurs inspirants et là je pourrais les remercier encore de tout le chemin qui m'ont aidé, je suis là aujourd'hui qui je suis grâce vraiment à cet enseignement. Le bac m'a aidé, mais vraiment l'histoire, la gestion, la communication, l'ouverture sur le monde, le lycée agricole de la Côte-Saint-André m'a été vraiment bénéfique pour ça. Bénéfique, ouais, vraiment. Parce que c'était pour objectif à la fin du BTS de pouvoir tenir une ferme. Voilà, une exploitation, mais on pouvait aller plus loin, on pouvait aller en ingénieur agronome, ça nous ouvrait des portes en fait énormes. Ouais. C'était pas que l'agriculture et s'installer, on pouvait aller technicien supérieur, on pouvait aller à la chambre d'agriculture, des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Donc moi je suis, grâce à cette histoire de BTS, je suis partie, d'ailleurs j'ai eu vraiment des belles amitiés
qui sont toujours valables à l'heure actuelle. C'est génial, c'est important. Ouais, j'ai un soleil, je vous le dirai après, mais j'ai un soleil en maison 11. Pour moi, c'est l'amitié qui est très, très important dans ma vie. Donc, j'ai des copains de plus de 30 ans qu'on se voit génial, encore. Ça, c'est les meilleures amitiés, ça. Exactement. Ouais, c'est les choses qui durent. Avec les meilleurs souvenirs. Exactement, ça fait de quoi causer, en fait, dans nos rencontres. Donc, j'ai eu une ouverture, en fait, d'aller dans d'autres pays. J'ai été 2 fois en Pologne, 1 fois au Maroc. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Ce BTS ça a été quelque chose de très bien. Et à la suite de ce BTS, en fait, je savais pas trop quoi faire et j'ai passé mon poids lourd, j'ai travaillé pour mes parents, j'ai travaillé pour une boucherie et en fait c'est un agriculteur qui avait fait de la reconversion et il cherchait quelqu'un. Donc, sachant pas où aller, je savais pas si je partais à ce moment-là, si je prenais un billet d'avion pour repartir en Pologne, voir la vie, et puis je me suis dit, c'était l'heure du Minitel, j'avais regardé mes billets d'avion et je me souviens bien. Et là, j'ai dit, il y a cette proposition et j'ai décidé d'aller apprendre la boucherie. Alors, rien à voir avec l'astrologie, rien à voir. Mais c'était pour moi un peu un des défis. J'aime bien les défis un peu dans la vie et d'apprendre des nouvelles choses. Je suis un peu touche à tout, donc j'aime bien aller... tu t'es dit, je connais pas, allez, je fonce, je vais apprendre, quoi. Exactement. Donc, j'ai ouvert là-dessus, et en 6 mois, j'ai appris le métier de bouchère avec un gaucher, sachant que je suis droitière. Là, je tiens à le dire, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est hyper important parce que la viande, tu la coupes pas du tout pareil. Donc, je devais me mettre en miroir, je devais apprendre à faire les liens complètement dans la matière. Et comme mon soleil est en vierge, je suis pratico-pratique, en fait. J'ai un signe de terre, donc ça me met une facilité, en fait, d'apprentissage. Mais il faut que je mette tout de suite, j'apprends, je mets en apprentissage direct. Ah oui, d'accord. Voilà, donc et puis on a grandi ensemble. J'ai été sur les marchés, j'ai travaillé ma communication. Ah, génial. Donc j'ai travaillé la communication. Il m'avait embauché au début pour couper des tranches de jambon et puis finalement, voilà. Donc 6 mois, j'étais bouchère sur les marchés et j'ai plaisir à le dire parce que j'ai appris énormément. Ah, mais c'est clair. Voilà, le contact de l'humain, là. Donc, voilà, c'est des compétences humaines que tu as dû développer. Ouais, c'est très, très intéressant. Ouais. Et on voit tellement le bon côté de l'humanité sur les marchés. Ah, mais c'est clair. Mes parents ont fait les marchés pendant des années et c'était les meilleures années de leur vie. C'est incroyable. Ouais. Et puis, il y a une ambiance, il y a quelque chose. On se lève le matin. Moi, j'ai toujours dit, dans mes métiers, je veux faire quelque chose que j'aime et que je me lève le matin et que je suis passionnée par ce que je fais. T'es contente de le faire. Voilà, sinon je change. Ouais. Donc, j'ai appris énormément. J'ai appris à tout mon humour, en fait, à développer l'humour. Ouais, c'était comme si quand j'ouvrais le camion, que je me levais de bonne heure, j'ouvrais mon camion et je disais, ça y est, allez. Quelle blague je vais sortir aujourd'hui, là. Place au théâtre. Généralement, on avait une blague qui nous durait un peu toute la matinée. Mais j'ai adoré cette période-là qui était vraiment sympa. Après, on a repris une boucherie, donc j'étais associée avec lui. Et puis voilà, c'était vraiment un chemin qui était pratiquement tracé chez moi. J'ai beaucoup apprécié. Et puis j'ai eu un enfant, j'ai eu une petite fille, Judy. Avec quel âge à ce moment-là ? Donc j'avais, pour la naissance de Judy, j'avais 25 ans. Ok. Donc j'ai commencé à 22 ans la boucherie. Quand je suis sortie, après j'ai eu ma première à 22 ans. Après j'ai eu une deuxième enfant. Et puis voilà, dans le parcours, donc ça continuait, j'ai continué à travailler. Et puis un troisième enfant, donc Fabien. Donc il y a eu Julie, Noéline et Fabien. Et la naissance de Fabien, c'est là où 30 ans. T'avais 30 ans. À ce moment-là, comme par hasard, c'est un cycle, je l'ai su après avec l'astrologie, mais c'est un cycle de Saturne, où, Saturne qui est une planète... C'est une planète, en fait, de maturité. Enfin, à 29-30 ans, c'est une planète de sagesse, c'est une planète qui va emmener, on appelle ça un peu celui qui amène un peu les difficultés, pour savoir si on peut passer à un niveau supérieur, je dis toujours de sagesse. Ouais. Donc elle nous confronte, c'est une planète qui est confrontante à la sagesse, c'est le cadre Saturne, c'est la planète, c'est une planète, on le verra un petit peu après quand j'expliquerai, c'est le maître du Capricorne, mais aussi du Verseau, c'est une planète maîtresse en fait qui emmène à structurer qui tu es, mais comme si c'est l'examen de passage, l'examen de sagesse, c'est le bac, est-ce que je peux passer, mais c'est plutôt le bac de l'être humain, est-ce que je peux passer à la sphère supérieure. Donc forte de mes 3 enfants et le fait d'avoir fait ça, je décide en fait d'allaiter mon troisième enfant, enfin de prendre du temps pour allaiter mon troisième enfant et voilà. Et c'est là où tout commence en fait quand
les planètes veulent que tu aies un endroit, ben, elles insistent. Donc, t'as pas le choix. J'ai pas le choix, voilà. Comme si j'étais obligée d'aller dans un nouveau sens, en fait. En fait, peut-être que j'avais assez appris avec les marchés. Et l'idée, c'était, en fait, Fabien, au bout de 3-4 mois, il grossissait pas. Il avait vraiment son problème de santé, c'est que ça avançait pas dans sa vie et il n'arrivait pas à prendre du poids. Et pourtant, voilà, j'avais du lait. Oui, pourtant, t'avais du lait normalement. Exactement, ouais, j'avais du lait en abondance, il mangeait beaucoup, il n'y avait pas de souci particulier, mais voilà. Donc me voilà avec, comme je dis toujours, avec mon cosy et je me retrouve, ça me fait rire de le dire, mais je vais chez le docteur Boucher, que certains appelaient le Bouchaise, docteur Boucher pour une bouchère. Et là, en fait, je lui explique mon cas et il me dit, écoutez, Madame Josserand, c'est pas votre fils qui a un problème, c'est vous. Merci. Et je le remercie tellement de m'avoir dit cette phrase. Il m'a dit, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. De toute façon, il y a une problématique interne chez vous. Vous projetez, vous servez de votre fils comme un bouclier pour ne pas changer de travail. Et là, révolution. Vous savez, c'est la révolution. Mais t'en avais pas du tout conscience. Mais pas du tout. Je m'attendais. Tu l'as pas mal pris. Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai posé. Je me souviens. Il m'a dit une phrase qui était importante. Il me dit, si vous me voyez trop souvent, c'est que je suis un mauvais médecin, donc il faut changer. Et là, j'avais gardé ça. Je me suis dit, il me remet en question, mais lui aussi se remet en question. Il n'a pas tort. J'avais trouvé ça, trop formidable. Donc, après, j'ai fait quand même un épisode émotionnel en me disant, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment on va... Et puis, il fallait que... Qu'est-ce que je fais de cette info, quoi? Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il m'avait conseillé d'aller faire une psychothérapie. Okay. À ce moment-là, je me lance. La psychothérapie, c'est important. J'en avais jamais fait. Chez nous, on vient quand même d'un milieu assez rude, le milieu agricole. C'est un peu le milieu de la terre, un milieu où on se soigne. Non oui, puis on se soigne pas avec la psychothérapie, on se soigne avec la terre, on va au boulot et puis point barre, quoi. Oui. Et c'était ok. Donc j'ai accepté ce passage et j'ai fait des rencontres avec lui. Enfin, je me faisais déjà masser, donc j'avais un peu cette ouverture parce que je trouvais qu'en boucherie comme c'est un peu rude de se faire masser, ça faisait du bien. Oui. Donc une dame qui me massait et je lui explique ce cas. Et là, elle me dit, normal qu'ils te disent ça. Je lui dis, comment ça normal? Elle me dit, avec toutes les perceptions que tu as, il est temps de les développer. Et là, je lui dis, pardon, mais quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Des perceptions de quoi? Et là, je ris et elle me dit, oui, va vite chez le psy, mais à côté de chez le psy, tu devrais aller te faire tirer les cartes. Chez la voyante. Ah, j'ai dit, non, mais là, c'est pas possible. Chez la voyante. Là, je te parle de 2002, hein. Donc là, on a dit, ça fait. En plus, en 2002, ces thématiques-là n'étaient pas encore hyper bien vues. Ou, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est ultra bien vu encore, mais quand même, on est de plus en plus ouvert à tout ça, quoi. Ouais, carrément. Il y a 20 ans, c'était quand même fermé. Même s'il y avait des boutiques, tu rentrais avec des grosses lunettes pour personne te voit. C'est ça. T'allais là-bas, hein. C'est ça. C'est ça, tu cachais un peu, quoi. C'est ça, t'allais jamais dire que t'allais te faire tirer les cartes. Ouais. Et là, en fait, l'ouverture s'est faite dans l'idée. Donc, je pousse. Je suis quand même de nature hyper curieuse. Donc, forcément, ça me met un intérêt. Ouais. Ça t'a intrigué, en fait. Ça m'a intrigué quelque part. Parce que t'avais jamais fait ça avant, quand elle t'a dit ça. Jamais. Faire tirer les cartes. Mais jamais. Je savais que ça existait. Oui. Mais je pense que j'en aurais ri. Oui. Voilà, je pense que j'aurais eu un peu d'humour et... Oui, pourquoi j'ai besoin de... Mais oui, et puis voilà. Mais j'étais quand même quelqu'un qui... Bon, après, quand on fait la rétrospective, je me posais quand même pas mal de questions, mais j'avais pas souvent de réponses. Mais c'était comme ça, c'était la vie. Puis dans ces années-là, on se posait pas trop moins de questions. Moi, je suis née en 1972, donc voilà. Et donc, elle me tire les cartes à ce moment-là et elle me raconte ma vie. Et là, j'ai pas trop apprécié dans le sens si j'ai apprécié, mais plutôt dans le sens, mais comment elle fait? Ça t'a fait un peu peur? Et ça m'a ouvert le cœur, en fait. Oh. Au début, j'ai dit, mais c'est quoi? Comment elle fait? Et en fait, elle m'explique que, j'ai des dons, qu'il va falloir que je les développe, et que je peux me lancer à faire une formation de tarot de Marseille. Non, mais là, je suis sortie. Donc, alors là, c'était bousculé. Hein. Oui. En quelques semaines, là, ma vie, elle change complètement. Complètement, oui. Donc, je me retrouve à rentrer le soir et à dire à mon mari de l'époque, lui dire, écoute, je me suis fait tirer les cartes. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça et
vais faire une formation avec cette personne. Parce que quand elle t'a dit ça, pour toi, c'était une certitude, du coup. Ouais, tu t'es dit, attends, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Je me sers de mon fils Fabien pour un écran de quoi? Est-ce qu'il faut que je continue dans mon travail? Tout a été remis en question. Ouais. C'est les 30 ans de la vie, en fait, où tout est remis en question dans les cycles de Saturne. Dans la notion où le professionnel, soit on fait des enfants, soit on achète quelque chose. Ça, c'est vraiment l'âge planétaire de la transformation, et en fait on devient adulte à cette période-là. Ouais. Donc c'est comme si je quittais en fait le système de petite fille pour aller vraiment installer l'adulte. Bon, je suis pas sûre qu'ils soient encore bien là, l'adulte, mais quand même j'ai progressé un petit peu. On faut toujours garder la petite fille quand même, sinon c'est nul. C'est ça, moi je pense que je l'ai gardée encore, elle est très 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 présente à l'intérieur de moi. Mais il faut, c'est génial. Voilà l'idée en fait du départ, et en fait quand tu ouvres une porte, toutes les autres s'ouvrent. C'est-à-dire que dans ma vie, tout s'est proposé à moi. Il y a eu du changement, j'ai dû prendre des décisions. Je me suis dit, je m'étais dit quand même quelque chose, qui est le jour où je me coupe, je change vraiment de métier, c'est que je suis plus assez fiable dans mes mains. Et je me suis coupé l'index à la boucherie un jour sur un marché. Voilà, j'ai eu 11 points de suture sur le doigt. Oula. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est l'heure. C'est l'heure que je change. Ah ouais. Donc j'ai fait ma psychologie, j'ai fait ma psychothérapie, et le psy me dit à l'époque, mais oui, vous avez des dons, il faut les développer. Alors là, t'en entends 1, 2, 3, tu dis bon, allez, go. Même le psy t'a dit ça? Ah, même le psy m'a dit, mais avec votre hypersensibilité, vous avez des capacités. Et je me suis dit, par quoi je commence? Il m'a dit, allez faire votre thème astral, ça vous occupera 5 minutes, et puis comme ça. Ah ouais? Et là, le psy qui t'a dit d'aller faire ton thème astral? Mais carrément, il m'a dit, on se connaît mieux avec un thème astral. Mais tu vois, c'est pas tous les psys qui sont ouverts à ça. Ouais, t'es quand même aussi tombé dans ton parcours sur des gens qui étaient ouverts à tout ça. Carrément, ouais. En fait, quand tu changes de fréquence, t'as les personnes qui arrivent. Ça veut dire, t'écoutes pas la même radio, hop, t'entends des nouvelles informations. On change de chaîne de télé ou autre chose, ou une chaîne de radio, et hop, il y a autre chose qui s'ouvre. Et mon cœur était ouvert à ça aussi, vraiment à la possibilité. Puis moi, j'ai une curiosité qui est énorme, je m'intéresse. Ouais. Donc après, il y a des choses qui ne me conviennent pas, j'arrête. Mais au moins, tu testes, enfin, tu t'intéresses, quoi, comme tu dis, effectivement, donc tu vois si ça te plaît. Ma phrase clé, c'est pour savoir si la choucroute, elle est bonne, il faut la goûter. Non, mais c'est vrai. Je crois jamais personne, moi. Mais t'as raison. Et ça, c'est important. Mais c'est clair. Le goût, c'est important de se faire son propre avis. Son propre avis. Et c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, en fait. Mais complètement. Dans chaque situation, le libre arbitre de chacun. Mais c'est essentiel, c'est hyper important. Et donc, du coup, il y a combien de temps entre ce moment où la personne qui te tire les cartes te dit « Mais allez faire une formation avec le tarot de Marseille et va faire ton thème astral » et entre « Ok, je fais cette formation et je me lance, quoi. Tu vois, je quitte la boucherie. » Il y a combien de temps qui se passe? Alors, j'ai commencé à faire ma formation tarot après 2003, 2004, et j'ai quitté la boucherie. Vraiment, j'ai vendu mes parts en 2009. Ok. 2010, j'étais à mon compte. Okay. Mais entre-temps, je faisais déjà, en 2006, j'ai déjà attaqué. Donc, je faisais et la boucherie et les tarots au départ. T'as lié les deux au début. C'était intéressant. Avant de lâcher le gros morceau. Voilà, avant de lâcher complètement. Voilà, et puis après en 2007, j'ai eu une séparation avec le papa de mes 3 enfants. Après, j'ai eu une 4e enfant. Donc, et ma petite dernière qui arrive, en fait, et elle a bousculé aussi le fait que je me coupe, que je change, parce que c'était le doigt de la direction que je me suis coupée, donc tout s'est enchaîné, en fait. Ah oui, c'est le doigt de la direction? Ouais, je me suis coupé l'index gauche. L'index, c'est le doigt de la direction. Voilà, c'est le doigt qui montre la direction. Bah oui, on pointe, oui, je suis bête. Donc le fait de couper avec la boucherie et tout ça, hop, 2009, 2010, j'étais installée là sur mon entreprise. Oui, donc tu as mis, c'était 5 ans. 5, ouais, voilà, ans, il faut 5-6 ans à peu près pour prendre confiance en soi, puis pour régler en fait tout mon paquet émotionnel aussi, parce que je viens quand même d'un paquet émotionnel qui était... chacun porte un paquet émotionnel, tout le monde, mais il y a une transcendance à faire là-dedans,
Si tu veux aider, si tu veux guider, il faut travailler sur toi, quoi. Si tu veux accompagner... ça me paraît tellement important. Je pense que si tu le fais pas, tu es forcément bloqué à un moment donné. Hein. Ah ouais, à un moment donné. Ou alors, tu travailles avec l'ego ou des choses comme ça. Ouais. Moi, j'ai vraiment ce besoin d'être au clair avec ce que je suis et puis de travailler mes émotions et d'avancer avec ça, quoi. Ouais, non mais c'est clair. Et en fait, pour terminer ça, c'est qu'en 2010... tout s'ouvre et je découvre une nouvelle formation sur la symbolique du corps humain. Okay. Donc je rentre dans cette formation qui est faite avec Marc Fenry. Marc Fenry, donc j'ai suivi 6 ans de formation où je suis allée un week-end par mois, 2 jours de suite. C'est pas rien, hein, pendant 6 ans. C'est pas rien, ouais. Où on a tout repris, la symbolique du français, l'alphabet, à quoi ça correspondait. Et puis, en fait, moi j'avais besoin de progresser. Et dans cette ouverture-là, ils proposaient des stages, une semaine, au mois d'août, ou 1 ou 2 semaines, enfin 1 semaine, c'était le cas. On faisait soit de l'astrologie, soit de la science des nombres, soit les contes, soit on étudiait les paraboles, tout ça. Et donc l'astrologie était proposée, et à ce moment-là, je me dis, j'ai pas les moyens, j'avais mes 4 enfants, voilà, c'était un peu compliqué. Je me dis, je peux pas investir dans la formation, voilà. Puis je laisse ça dans ma tête, et puis un jour, j'étais en cours donc de symbolique, et puis ma copine Fabienne, comme je la cite, elle vient et elle me dit, c'est chouette, j'ai vu que tu étais inscrit à la semaine d'astrologie cet été. Et je lui dis, pardon? Et elle me dit, oui, tu es inscrite. Je dis, mais je suis pas inscrite. Mais qui c'est qui m'a inscrite? Elle m'a dit, va voir le prof. Donc je suis allée voir le prof et je lui ai dit, mais je suis inscrite? Il me dit, oui. Je lui ai dit, mais qui c'est qui t'a dit? Et là, on a tous éclaté de rire. Non, mais... En fait, comme si, je sais pas, la vie m'avait poussée à être inscrite malgré moi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pris ça comme un signe de la vie. J'ai dit, bon allez, vas-y, et puis tu t'arrangeras, vas-y. Mais ça, c'est un truc de fou. Mais c'est même pas le prof qui t'a inscrite. Ah non, je sais pas comment ça s'est passé. Il y a quelqu'un qui m'a inscrit. Alors que j'avais dit, je me permets pas de le faire. Ouais. Donc c'est malgré les interdictions intérieures, dans lesquelles mes contradictions, t'as pas eu le choix. La vie m'a poussée. Donc j'ai accepté cette semaine. Et faire cette formation d'astrologie. Ah oui, c'était les bases de l'astrologie. Les bases, ok. Donc moi je connais absolument rien. J'avais juste fait mon thème astral. Je savais qu'il y avait des trucs qui tournaient autour d'une feuille. Il y avait des petits bouts de planètes, des choses comme ça. Je savais même pas ce que c'était un ascendant. Enfin, je connaissais absolument rien. Je partais de rien. Ouais. Ce que j'aime à dire, c'est que je suis partie de rien, que ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Mais non, mais c'est clair. Mais c'est comme tout, hein. Quand on maîtrise pas un sujet, si on veut se pencher dessus, on finit par le maîtriser. Enfin, je veux dire. Complètement, ouais. Voilà. T'as raison, Sophie. Là, sur ça, il faut juste du travail. C'est ça, complètement. Ok, donc te voilà partie pour te former à l'astrologie. Et donc ça, c'était en 2010, quand tu t'es lancée? C'était en 2010, ouais. Ok. C'était août 2010. Ok. D'accord. Donc là, j'ai commencé à faire les bases. Une semaine où j'ai fait que des calculs à la main. On n'a pas utilisé... Enfin, si, on a utilisé notre calculatrice, mais on n'avait pas le droit à l'informatique, on avait le droit à rien. Il avait dit, si vous voulez être un bon astrologue, il faut reprendre les bases, il faut savoir faire du calcul. Et là, tu reprends en arrière, en fait, tu te crois au CE1, quand tu as commencé les additions, les multiplications, les divisions, la transmutation des degrés. C'est pas pour moi, ça. Il y a tout un... Mes parents vont écouter l'émission et vont dire, oula, malheur. Il y a tout un chemin de calcul. Heureusement, j'adorais les maths. Donc là, ça a été top. Mais ça a été riche. Et là, l'ouverture, mais ça a été juste pour moi une révélation. Ah ouais, du coup, ça a été une vraie révélation, quoi. T'as découvert ça et tu t'es dit, mais waouh. Carrément, je me suis dit, mais mon Dieu, que ça aide tellement. Ça m'a validée dans mes dates, même dans mes choix de vie. Dans choisir de vendre les parts à la boucherie. C'était tout de nonor sur nonor. Enfin, il y a des dates qui étaient juste inscrites en astrologie. Et je me suis dit, mais ça a tellement une exactitude dans ce que j'ai vécu, dans mon parcours, que je me suis dit, je vais me former pour aller encore plus loin. D'abord pour moi, pour mes enfants, parce que bien sûr, on le fait toujours pour soi et son entourage. Et puis, j'ai pris tellement de plaisir. J'ai travaillé beaucoup la nuit. Je dormais avec mes cahiers, mes enfants, ils en rigolent encore. Ah ouais. Des fois, je me réveillais le matin, j'avais mes cahiers autour de moi. Tellement que j'étais passionnée. Et tellement que je suis toujours passionnée. Tu t'es plongée dedans, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et c'était pas tant... En 2010, c'était d'actualité, mais on avait plutôt les bouquins. C'était encore pas trop les vidéos sur YouTube, tout ça. Non, et puis... pas trop accessible.
L'astrologie, c'est vrai que ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est encore un peu péjoratif, où on confond vachement avec, on en discutait, mais l'horoscope, ou tu sais... L'horoscopologie Oui, voilà, dans l'ascenseur, tu dis, bon, alors aujourd'hui, 16 février, quelle est la météo du jour? Alors qu'en fait, c'est pas ça, quoi. Oui, complètement. Ouais. C'est un peu des prédictions. C'est comme si on avait quitté l'astrologie pour faire l'horoscopologie qui sert à des prédictions, mais qui met tout le monde dans un même panier. C'est ça. Un cancer du premier décan, c'est pas un cancer du deuxième décan ou du troisième décan. Donc c'est toute une. Enfin, il y a toute une. Avec l'astrologie, c'est plus une idée d'individualité, de mission à chacun, plutôt que d'englober tout le monde dans le même panier. Ça a dû arranger à un moment donné qu'on a le plus graboté, quoi. Ouais. Je pense que notre prof, il nous disait tout le temps qu'au temps de Louis XIV, en fait, il avait dit faut pas garder les astrologues, sinon ils pourront pas nous suivre comme des moutons. Ils se connaîtront trop. Ah oui. J'ai souvenir de ça, du roi Soleil. C'est un truc de fou. Ouais, alors il a fait certainement plein de belles choses, et j'entendais ma collègue disait au niveau de la danse, des choses comme ça, mais au niveau de l'astrologie, c'est comme si on avait un peu massacré les astrologues, on en gardait quelques-uns, et puis pour que personne ne se connaisse. Donc, moins on se connaît, moins on peut suivre sa mission de vie, moins on peut suivre son chemin. Bah complètement, oui. Voilà, en fait, ça faisait peur, quoi. Voilà, l'idée, l'astrologie, ça faisait peur. Mais... Oui, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus utilisé. Et carrément, parce on regardait les étoiles, on regardait autour, on regardait la nature, parce que l'astrologie, ça nous parle de la nature aussi. C'est tout un chemin de métaphore. J'ai appris avec les cours que l'histoire de la petite graine, en fait. C'est toute une histoire de graine qui germe, qui va vraiment dans son épanouissement, qui meurt à un endroit, qui a une quête de sens en gardant le bulbe, qui se ramollit, qui se détache. Voilà, c'est avec le Verseau. Toutes les signes du zodiaque ont une analogie avec la nature. Plus on va se promener, plus on voit l'astrologie un peu partout. Nous, on a appris l'astrologie même dans les films, le zodiaque dans les films. On sait à peu près, tous les films ont le début en bélier, après ça s'enrichit avec la terre à un moment donné avec le signe du taureau. Il y a toute une analogie et j'arrive à sentir maintenant, grâce à ce qu'on avait vu avec Marc, quand le film est en train de se révéler, quand il va avoir révélation. Et après, la fin avec le poisson. Ah oui, ok, oui. Donc tout peut être analysé en fait sous le prisme de l'astrologie, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ça nous aide aussi à comprendre et puis ça nous faisait progresser et je trouvais ça très intéressant. Et t'as mis combien de temps pour être vraiment... Est-ce qu'on est... Comment dire, au bout d'un moment, est-ce qu'on est vraiment formé à 100% à l'astrologie? Non, c'est toute une vie, non? Non, c'est toute une vie. Ouais. Toute une vie. Mais là, je vais vous dire 2-3 trucs. Mais franchement, mais je pense que je suis qu'aux prémices. On n'a encore pas tout découvert. Et puis enfin, c'est s'enrichir tous les jours de l'astrologie. Ouais. En revanche, c'est un travail quotidien. Souvent, moi, je dis c'est un travail quotidien, l'astrologie. Mais moi, je suis loin d'avoir tout découvert. Hein. J'ai découvert des bonnes bases, j'ai des bases solides, en fait. Si tu mets des bases solides en astrologie, après, tu peux grandir. D'ailleurs, j'adore donner des petits cours là au CAB. C'est de donner des petits cours d'astrologie. J'appelle ça les premiers pas en astrologie. Ouais. C'est vraiment les premiers pas. Ouais. Mais voilà, je suis loin de tout savoir. J'ai une connaissance qui est certes riche, mais qui s'enrichit tous les jours. Quand les personnes viennent me voir aussi, c'est vraiment très très riche parce que on discute, on échange. Moi, je fais de l'astrologie un peu échangée quand même. Ouais. C'est pas que moi qui parle, bien que. Ouais. Oui, principalement. Je peux parler une bonne partie, mais. Ça, je sais faire. Parler, je sais faire. J'ai Mercure en Lion, je sais faire. Il n'y a pas de souci. Ok, et donc est-ce que tu pourrais nous donner les petites bases, tu vois, de l'astrologie, pour qu'on comprenne quelqu'un qui effectivement a entendu parler de l'astrologie, évidemment, on en a tous entendu parler, de tel signe un peu plus comme ça, tel signe un peu plus comme ci, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a des petites bases quand même pour qu'on comprenne bien, tu vois, qu'on ait une première vision de l'astrologie, de qu'est-ce que c'est, quoi. Parce que tu vois, on dit souvent, moi, mon signe, c'est taureau. Oui, ça correspond le taureau, finalement. C'est quoi le taureau? C'est quoi, ça veut dire quoi, je suis taureau? Non, mais tu vois. Bien sûr.
Alors, l'astrologie, c'est pour sortir, je dis tout le temps, dans les jeux de mots, j'aime bien parler un peu la langue des oiseaux, c'est pour sortir d'une atroce logique. Donc ça c'est bien. Et je dis, parfois, on a créé la psychologie parce qu'on a perdu l'astrologie pour apprendre à se connaître. Donc, en fait, les signes du zodiaque, il y en a 12. 12 signes, c'est ce que vous allez retrouver dans les horoscopes. Et tous dépendent d'un élément. Donc, il y a 4 éléments. Vous allez retrouver le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc ça, c'est des éléments qu'on va retrouver dans chaque signe du zodiaque. Donc, chaque signe, par exemple, les signes de feu, tu vas trouver le bélier, tu vas trouver le lion et tu vas trouver le sagittaire. Donc, chaque signe a un élément plus également une maison. Okay. Donc, il y a 12 maisons, 12 signes du zodiaque, 4 éléments, mais chaque signe du zodiaque a un élément qui lui appartient. Donc, le feu, c'est pour le bélier, ce que je viens de dire. Ensuite, le taureau, c'est un signe de terre. Ensuite, on a deuxième signe de terre, c'est la Vierge. Et ensuite, on a le Capricorne. Après, on a le signe d'air, c'est le Gémeaux. Le deuxième signe d'air, c'est la Balance, et le troisième signe d'air, c'est le Verseau. Et les signes d'eau, on a le Cancer, on a le Scorpion et on a le Poisson. Ok. Donc, tous les signes du zodiaque appartiennent à un feu, par exemple, mais un feu différent. L'exemple, le feu du Bélier, qui arrive au printemps, à partir du 21 mars, c'est le premier temps. C'est le feu qui jaillit, vous voyez, un peu jaillit du volcan. Donc souvent on va comparer les béliers avec le feu qui jaillit. On dit les béliers, ils foncent en fait tête baissée. Faut se souvenir en fait que le bélier, tu regardes le bélier dehors, en fait c'est comme le bélier, il fonce avec ses cornes, il va foncer dans la barrière, foncer dans les murs. Et c'est vraiment le feu qui jaillit. Ensuite, on a le deuxième feu, le feu du lion, par exemple. Le feu du lion, c'est celui que... C'est pas le feu qui démarre, c'est le feu qu'on va voir. C'est le feu qui va se voir. Qu'est-ce qu'il fait, le lion? Il a besoin d'être vu dans son feu-là. Et ensuite, on a le feu du Sagittaire. Le feu du Sagittaire, c'est le feu braise. Vous savez, celui qui reste longtemps et qu'on voit, là. C'est la braise, plutôt le feu braise, voilà. Pas le fait braise, ça c'est pour les toilettes. C'est le feu braise. Le feu braise. Le feu braise. Donc, qui va durer longtemps. C'est des gens qui sont un peu téméraires quand même. Qui lâchent pas le morceau, quoi. Voilà, on dit que c'est le chevalier blanc qui va loin et qui veut. Le Sagittaire. Sagittaire s'agit de se taire d'ailleurs. Ensuite, on a le signe du taureau. Vous voyez, le premier temps arrive avec le bélier. Après, on fait l'analogie avec la petite graine. Si tu veux, on peut faire l'analogie. Et puis, c'est clair. Voilà, donc c'est comme on compare le signe du zodiaque. Donc merci à ceux qui me l'ont appris. C'est qu'on compare le signe du zodiaque avec une petite graine. Une petite graine, elle jaillit au printemps. Vous voyez, vous regardez au printemps, vous allez le voir. Là, on est bientôt dans le printemps. Vous allez regarder autour de vous. Les graines, elles jaillissent en fait. Elle va jaillir, elle va sortir de la graine pour faire quoi? Donc il faut du feu pour sortir de la graine et de l'énergie, quoi. Et en plus, ensuite, elle va aller sur la terre. Donc la terre, c'est le signe du taureau. C'est le signe du toucher. La graine, elle va toucher le sol. Qu'est-ce qu'ils aiment, les taureaux? Ils aiment s'enraciner quelque part. D'abord se poser, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un petit peu de temps. Les taureaux, vous allez le regarder même dans le parc, en fait, dehors. Moi qui suis issue de la ferme, je peux vous dire, un taureau, il fait bring, bring, bring. Et une fois qu'il est parti, tu l'arrêtes plus. Mais il a du temps, c'est le diesel, le taureau. Faut qu'il touche, faut qu'il sente, faut qu'il aille dans l'humus. Donc il va sentir sa terre. C'est les travailleurs, les taureaux. Souvent, ils vont dans la terre, ils aiment la nature, ils aiment le toucher. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont kinés ou même qui font des massages, qui sont taureaux parce qu'ils sont dans la chair. Ils sont dans les sens. Voilà, dans les sens ils ont au bout des doigts. Ils aiment ça, en fait. Ensuite, la petite graine, une fois qu'elle touche la terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a besoin d'air, elle a besoin de respiration, en fait. Donc, elle va aller regarder, faire son réseau autour d'elle, pour pouvoir s'alimenter et regarder dans quel environnement ils sont. C'est la curiosité de la petite graine pour regarder où elle atterrit sur Terre. Donc, une fois qu'elle est touchée par le taureau, c'est l'air.
l'air, c'est le Gémeaux. Qui prend le relais. Voilà, c'est l'air du petit réseau, de la communication autour. Voilà, c'est waouh, je communique. Et c'est un peu le Gémeaux qui est tout le temps, qui parle beaucoup, on dit. Ouais. Donc voilà, il a besoin d'air. Tous les signes d'air sont des signes de communication et d'échange. Avec quoi tu parles? Avec tes cordes vocales, et avec tes cordes vocales sort un son. Ouais. Voilà, c'est les signes d'air. Donc le Gémeaux, c'est le premier signe d'air. Une fois que la petite graine, elle est là, qu'elle a fait son réseau de communication et d'échange, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir qu'elle se nourrisse et qu'elle plonge en bas de la terre pour trouver ses racines. Donc, cette petite graine, elle va découvrir le signe du Cancer, qui est le foyer, la famille, le signe d'eau, qui va mettre ses racines à cet endroit, s'installer ici, dans un foyer, où elle va faire ses ramifications pour pouvoir se nourrir. Le Cancer, c'est le signe de la nourriture, c'est le signe de la maman. C'est le signe de la Lune. La Lune est vraiment la planète maîtresse du Cancer. Je n'ai pas parlé des planètes maîtresses, mais là, on parle plutôt de l'interaction avec le signe. Mais voilà, c'est l'histoire de la maman du foyer. Une fois qu'on est nourri, qu'on est bien nourri, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'elle a besoin de cette petite graine? De chaleur. Donc, qu'est-ce qu'elle va chercher après? Elle va chercher le signe du Lion. Le signe du Lion, c'est pour apporter la croissance et sortir de terre. Pour déjà montrer le petit bout de son nez, à qui j'ai affaire. Ouais. Voilà, j'ai affaire à une tige, une pousse en fait, qui va commencer à aller vers le haut pour le soleil. Elle va aller chercher le soleil. Le lion, c'est le soleil, le rayonnement, besoin de chaleur. Ouais. Ça, c'est un peu typique du lion. Ouais. Qu'est-ce qu'il a besoin, le lion? D'être vu, le roi lion. Il a besoin de sortir de terre et qu'on le voit. Contrairement un peu au Cancer, où il y a besoin d'être plus un petit peu dans son système à lui, dans son cocon, pour pouvoir se nourrir ou nourrir sa famille. Le lion, il va plutôt sur l'extérieur. Ensuite, une fois qu'on a passé le lion, qu'est-ce qu'on va chercher? Le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'elle fait, la Vierge? Je connais bien, je suis Vierge. Elle va regarder l'environnement. Elle va regarder s'il est bien nourri, s'il croit comme il faut. Elle va vérifier, va faire des synthèses. Elle va apporter, elle va regarder si c'est bien droit, c'est ça. Elle est chiante, la Vierge, pour ça. Et en plus, ce que j'ai vu, c'est un signe de terre, donc elle est dans l'ancrage à la terre. Elle aime bien, elle est méticuleuse, elle est vraiment... méthodique. Elle est méthodique, voilà, c'est ça. Elle va faire des calculs, est-ce que si... Et puis en plus, elle arrive après le signe du lion, qui est... Des fois, le signe du lion, on dit qu'il est un peu flemme, qui va se placer au soleil. La Vierge, elle vient recadrer tout ça, elle. Au boulot. Et il faut y aller, il faut croître. Hein. Donc, une fois qu'elle a tout vérifié, que l'examen de passage est bon et que, on passe dans le signe de la Balance. Le signe de la Balance, c'est l'air. Donc, c'est un signe d'air. C'est un signe de beauté. C'est-à-dire que la fleur de la petite graine va pouvoir sortir et montrer son plein potentiel. La signe de la Balance, c'est vraiment l'idée de la fleur qui se met et qui est belle et qui va respirer en fait, qui montre sa beauté. Le signe de la Balance, c'est la beauté, c'est l'art et la manière de montrer sa beauté. C'est tous les arts qu'on va trouver dans le signe de l'air. Donc c'est communiquer qui on est face aux autres. Ensuite, tu as le signe du Scorpion. Une fois que la fleur, elle est bien épanouie, qu'est-ce qui fait le Scorpion? C'est la fleur meurt. Paf. C'est pas très chouette. Le Scorpion est moins gai. Hein. Le Scorpion, mais c'est la transmutation. Mais avant ça, la fleur, elle va être butinée pour pouvoir préserver l'espèce. Oui. Donc, c'est comme s'il y a un bulbe qui va rester. Donc, c'est la mort, mais c'est la renaissance en même temps. Ouais. Tu vois, donc le scorpion, il renaît de ses cendres. On dit c'est l'eau croupie, le scorpion. Il est porteur d'eau, mais c'est celui qui descend dans les profondeurs pour pouvoir mourir et renaître. Ouais. Mais c'est vraiment un très beau signe. Pour moi, c'est le signe de la transmutation, en fait, le scorpion. Bah oui. Il meurt et c'est ça l'objectif de la vie, c'est de mourir et renaître à ses comportements. Ensuite, une fois que le bulbe, en fait, il a été butiné et qu'il est prêt à préserver, en fait, toutes les futures espèces, on a la quête de sens avec qu'est-ce qui se passe derrière la mort, avec le Sagittaire. Comme s'il a besoin le Sagittaire, c'est un feu braise qui a besoin de conscience de qu'est-ce qui va jaillir après la mort. Donc c'est la quête de préserver l'espèce qui ira jusqu'au signe du Poisson. Donc on met un peu une philosophie de vie, des choses comme ça. Avec ce feu braise, on maintient ce feu-là. En fait, c'est pas un feu qui va se voir, peut-être le Sagittaire, mais il y a besoin d'un feu braise, en fait, qui tienne dans le temps. Oui. Donc, c'est la connaissance qui commence à jaillir, c'est l'expansion, c'est la croissance, pour aller vraiment
dans le signe de terre du Capricorne, qui est l'idée du Capricorne, vous voyez, on dit le fruit ce que j'ai appris, c'était que le fruit qui se ramollit un peu. Ouais. Donc c'est un temps, en fait, le Capricorne, c'est la base solide de la Terre, c'est la Terre froide. Chez nous, ça arrive pendant l'hiver, le temps du Capricorne. Oui. C'est-à-dire que c'est un temps de latence où il y a besoin de maturité. Le fruit va pouvoir se décrocher plus tard avec le signe du Verseau, mais c'est un temps de maturité. C'est la sagesse du temps, le Capricorne. Ouais. Donc le Capricorne, nous on dit toujours, il prend son temps. Voilà, ouais. Et il prend son temps parce qu'il a pris du gros bon sens avec le Sagittaire. Donc le Capricorne, c'est vraiment la terre, c'est la terre de l'hiver où on doit respecter ce rythme-là de sagesse. Et c'est Saturne qui voit si tu peux passer le cycle supérieur, Saturne étant la planète du Capricorne, qui va passer l'examen de passage. Ensuite vient l'ère du Verseau, qui est le signe d'air du Verseau. Attention, le Verseau n'est pas un signe d'eau, parce qu'on entend eau dedans. Oui, c'est un signe d'air, c'est-à-dire c'est un signe qui va vraiment, on appelle ça un peu le signe puissant, c'est un peu les vents violents. Oui. C'est les vents qui vont nous révéler à qui on est. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se révèle ? Eh bien, on se détache. C'est le fruit tout sec qui se détache de l'arbre. En fait, il tombe. Ouais. C'est le fruit qui va tomber. On va trouver chez l'ère du Verseau, alors on en parlera un peu plus tard là, avec Uranus. Avec Uranus, c'est je me détache, je suis dans le monde indépendant, je veux mon originalité. Ouais. Et donc, les signes du Verseau, c'est tout ce qui est un peu le futur aussi. Oui. Tout ce qui va être a besoin de transmettre pour les générations d'après. Donc, c'est un peu l'histoire du petit génie qui se détache du conditionnement pour aller fusionner de nouveau avec le signe du Poisson. Le signe du Poisson, c'est, voilà, je lâche prise complètement, je suis dans un autre espace, c'est l'eau salée, c'est je me laisse porter. Le signe du Poisson, il est un peu poète. Oui. C'est un peu la poésie, c'est l'avant le démarrage du feu avec le Bélier. Et là, on a clôturé, en fait. Et là, on a clôturé le cycle. Voilà. Alors, vous voyez, on va retrouver dans chaque signe, enfin, tu vois, Sophie, dans chaque signe du zodiaque, il y a un pot en ciel. Ouais. Donc, chaque signe, ils ne sont pas bons ou mauvais. Ils ont juste une énergie différente. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas tout le monde est pareil, tous les Verseaux ne sont pas pareils. Bien sûr, on est porteur d'une énergie. Et pour ça, pour être encore plus performant en astrologie, il n'y a pas que le soleil qui compte, parce que vous êtes né sous le signe du soleil avec la date. C'est-à-dire, par exemple, si tu nais aujourd'hui, tu as ton soleil qui est en Verseau. Ouais. Donc, c'est le soleil qui est, quand on regarde l'astronomie, le soleil, il est dans le signe du Verseau, dans le ciel. Voilà, si tu avances, après, tu seras dans le signe du Poisson. Donc, mais pour savoir ça et ton individualité en astrologie, tu as besoin d'avoir ton heure et ton lieu de naissance. Ton heure exacte. Ouais. C'est ça, ton heure exacte, c'est mieux. Après, voilà, des fois, on peut avoir des décalages, des fois des heures, on n'a pas forcément, mais on essaye de rapprocher vraiment au maximum avec leur naissance, et le lieu est important. On a besoin de ces trois pour faire ton thème individuel et apprendre à te connaître. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre le signe solaire, l'ascendant, qu'est-ce que c'est, et le signe lunaire ? Parce qu'en fait, c'est ces trois signes aussi qui sont, disons, les plus importants d'un thème natal. Oui, on va dire que c'est une bonne base pour... Enfin, toutes les planètes, elles vont composer ensemble. Oui. Mais la base, c'est vrai qu'on cherche toujours à savoir où est le soleil, où est l'ascendant. Alors, c'est un calcul. Je ne vais pas m'épancher là-dessus. Mais si tu veux, c'est un calcul par rapport à l'heure de naissance. Donc, où est le soleil dans le ciel. Et donc, on va trouver un ascendant à un moment donné. Donc, l'ascendant, si par exemple, tu es né... Bon, je vais peut-être aller vite, mais tu veux, si tu es né à 6h du matin, il est possible que tu sois du même ascendant que ton soleil. Si par exemple, tu étais né ce matin à 6h du matin, le 13 février, eh bien, tu serais soleil. Donc, ta signature, c'est soleil Verseau, et ton ascendant, c'est Verseau. Si tu es né à 10h du matin, tu peux être ascendant Poisson.
Voilà. Okay. Et puis, voilà, ça change toutes les 2 heures. C'est juste des calculs. Ah, c'est toutes les 2 heures. C'est toutes les 2 heures. Et en fait, ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça en podcast, mais si vous voulez plus... Non, mais bien sûr. Voilà, c'est un peu l'idée de... Voilà. L'ascendant, en fait, tous les jours, ça dépend de ton heure de naissance, tu changes d'ascendant. À 10 heures, c'est pas pareil qu'à midi, par exemple. Et ça représente quoi? Par exemple, mon soleil en Capricorne, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est ma mission? Enfin, est-ce que ça correspond à ma mission de vie? Est-ce que c'est ce que je dégage? Est-ce que c'est ce que je montre? Est-ce que c'est vraiment comment je suis plutôt à l'intérieur de moi? Tu vois? Ouais, la différence. Ouais. Alors, le soleil, c'est plutôt ce que tu vas montrer à l'extérieur. C'est le potentiel que tu vas avoir pour offrir au monde, on va dire. C'est une sorte de personnalité extérieure, c'est-à-dire que tu nais sous le potentiel du Capricorne, ça va te donner l'énergie en fait de la Terre et tout ça, tout ce qu'on peut aller voir. Et l'ascendant, c'est plutôt ta personnalité intérieure, de qui tu es, de comment tu existes ici-bas sur Terre. Ça veut dire que des fois, tu peux avoir un soleil en Capricorne et un ascendant Cancer. Oui. Voilà. Comme moi. Comme toi, comme par hasard, Sophie. Donc, en fait, l'ascendant, c'est la personnalité. C'est qui tu es au plus profond de toi et comment tu existes, avec le potentiel étant le signe, donc avec quelle énergie tu existes. Donc, si tu es par exemple ascendant Cancer, tu vas être avec une personnalité plutôt sensible. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre en fait le soleil et l'ascendant, parce que souvent on fait tous les cancers sont comme ça. Non, si tu es ascendant en Lion, tu n'es pas du tout pareil que le soleil en cancer. Que le soleil en cancer. Ouais. Il y a toute une individualité. Donc, l'ascendant, c'est vraiment la façon d'être par rapport aux autres, ton intérieur, que tu vas devoir aller travailler un peu tout au long de ta vie. Et c'est quoi la différence avec le signe lunaire, du coup? Alors, le signe lunaire, c'est la place de la Lune. Quand tu es né, c'est la photo, en fait, c'est comme le thème astral, c'est la photo du ciel. Et la Lune, elle est à un endroit du zodiaque. Ça veut dire, je ne me souviens plus ton signe... Taureau. Ton signe lunaire. Bon, voilà. La Lune, par exemple, quand tu es né, à l'heure où tu es né, la Lune était en Taureau. Donc, la Lune, c'est une part, la féminité, les émotions, ça peut être le lien avec la mère, comment tu ressens tout ton côté, mais alors vraiment émotionnel. Et toi, par exemple, avec ta Lune, on peut dire ta Lune en Taureau, il y a vraiment une sensibilité à la terre, au toucher, c'est-à-dire que en fait, tu es sensible à l'environnement, de comment tu vas être. Et puis, voilà, on a plein d'informations en fait avec chaque. Le signe lunaire, c'est vraiment c'est ce qui va te guider aussi, parce que le soleil, c'est vers l'extérieur. La lune, ça va être plutôt aussi dans ton intérieur, tes émotions, de comment tu les vis. Tu vois, une lune en Lion, par exemple, c'est une lune. Vous voyez, dans le principe, tu vois, dans le principe, Sophie. Le soleil, il émet une énergie, tu es d'accord? La lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit l'énergie. C'est pas un astre qui émet de la lumière, elle reçoit. Donc, une lune en Lion, ça veut dire qu'elle peut recevoir les bonnes énergies. Il faut qu'elle soit mise en avant dans ses émotions. Il faut qu'elle aime ses émotions. Il faut qu'elle crée avec ses émotions. Tu vois, une lune le soleil qui allume la lune en Lion, ça pourrait être ça. Ouais, donc la lune vraiment très liée aux émotions. Voilà, on va dire. C'est vite résumé, mais c'est quand même super important de le penser comme ça. C'est comment tu vis tes émotions. Et ensuite, il y a quelque chose d'important, c'est un troisième critère dans les signes du zodiaque et dans le thème astral, c'est dans quelle maison. Oui, tout à fait, tu as parlé des maisons tout à l'heure. Voilà, donc en fait, chaque signe du zodiaque, on les a vus les 12, ils habitent chacun une maison. Ils ont un domicile, ils ont un lieu. Donc, il y a la maison 1, maison 2, maison 3, maison 4. Jusqu'à maison 12. Ainsi de suite, jusqu'à maison 12. La maison 1, c'est là où habite le bélier, dans un zodiaque, on va dire, parfait. Voilà, la maison 2, c'est la maison du taureau. Voilà, et chaque maison, on appelle ça un champ d'expérimentation. C'est-à-dire que tu vas expérimenter quelque chose. Tu expérimentes pas forcément le potentiel. Tu vois, dans ta maison 1, tu n'es pas forcément bélier. Tu as peut-être mis un autre signe. Donc, c'est là où ça vient, en fait. On arrive à lire. Voilà, on arrive à lire ce que tu as besoin. Quel est ton besoin en tant qu'être humain dans cette maison-là.
Parce que par exemple, je dis n'importe quoi, mais la maison 2, ça peut être la maison du travail. C'est pas du tout ça, je sais pas, mais. Ou maison 3, ça peut être la maison de la santé. C'est ça en fait, les maisons. Voilà, tout à fait, Sophie, tu as raison. Chaque maison a attribué, par exemple, la maison 1, c'est la maison de l'existence, de qui on est profondément, c'est la maison de l'ascendant. On est équipé avec des énergies, des planètes ou des potentiels. La maison 2, c'est la maison, on va dire, de la terre, des finances. C'est là où habite le taureau. C'est la maison des valeurs aussi, des choses. Et puis, c'est la maison des plaisirs, parce que le taureau, il se fait plaisir. Ensuite, on a la maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux, la maison de l'air, la maison de l'apprentissage, de la communication. Voilà, c'est comment je vais communiquer, comment je vais apprendre, par exemple. Après, la maison 4, c'est la maison du foyer, la maison de la famille, la maison des racines, la maison d'où je viens. Maison 5, c'est la maison de la créativité, c'est là où habite le lion. C'est la maison de la confiance en soi. Tiens, on va regarder pour un gamin comment il faut pour qu'il ait confiance en soi, pour qu'il crée, pour qu'il soit... Voilà, on va regarder des tas de choses, en fait. Et oui, parce que si, par exemple, on a, je dis n'importe quoi encore une fois, si on a le cancer en maison 5, ça va dire quelque chose qu'il faut aller travailler en lien avec le cancer et la maison 5. Carrément, ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Après, on fait et puis après, on va chercher les planètes référentes. Voilà, en fait, c'est des vues 3D. Oui. Moi, notre prof, il nous disait toujours, quand on a appris, allez, faites des assiettes. On prend des assiettes en carton, toutes simples, on met une tige et on les met les uns sur les autres. Et en fait, on tourne les uns sur les autres. Tu vois, c'est comme si c'est une vision 3D. Mais tout est tout mouvement tout le temps. Donc, tu as une photo de ton ciel dans lequel tu vas apprendre la base. De quoi? Moi, ce que je dis souvent quand les personnes viennent me consulter, c'est on est équipé d'origine, comme la bagnole. On est équipé d'origine, on a des pneus, on a ci, on a là. Oui. Le thème astral, c'est on est équipé avec des planètes, c'est l'énergie, des champs d'expérimentation, c'est la maison, et des signes du zodiaque, c'est le potentiel. Donc, avec tout ça dans cette base, et ça tourne, il y a de quoi faire, il y a de quoi apprendre, il y a de quoi interpréter aussi. Complètement. Et oui, en fonction de ça. Parce qu'au final, on se rend compte quand même que c'est hyper pertinent de chaque année ou de régulièrement, au-delà de faire son thème natal, c'est de temps en temps vérifier en fonction de ce qu'on va vivre ou des projets qu'on veut mener, de vérifier où est-ce qu'on en est au niveau de notre thème, comment ça bouge. Parce que c'est vrai que c'est basé sur le mouvement des planètes. Carrément. Donc, en fait, tout bouge tout le temps. Tu vois, on fait pas un thème natal et on peut s'arrêter là évidemment, mais si on veut quand même essayer de comprendre les énergies en lien avec les planètes, si je comprends bien, c'est aussi pertinent d'aller fouiner de temps en temps, voir sur tel projet, où est-ce que j'en suis par rapport à mon thème natal, comment ça bouge quoi. Exactement, c'est totalement vrai ce que tu dis dans l'histoire de l'âge planétaire en fait. Moi, tu viens me consulter à 18 ans, je fais pas du tout le même thème que quelqu'un qui vient me consulter à 49 ans, qui est en fin de cycle. Il y a des choses mais complètement différentes. Et tu peux pas induire des choses pour toute une vie, puisque les planètes, ça fait que bouger. Donc forcément, il y a des transits, il y a des aspects, parce que à l'intérieur de ce thème, en fait, j'avais appris comme ça, en fait, tu fais un survol avec un drone, par exemple, tu vas survoler ton thème, puis après tu rentres par des petites portes, paf, comme un château fort, tu vois, tu rentres, pouf, 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 et à l'intérieur, tu trouves des planètes, tu rencontres des potentiels, et à l'intérieur, il y a encore des aspects, des tiraillements entre certaines voisines. Tu vois, les planètes voisines, ou tu vois, ça va des tiraillements, ou alors des super ententes. Tu vois, il y a tout ça à vérifier souvent, de regarder dans quel cycle. Et ça, c'est une clé, en fait, pour avancer sur notre chemin. Ça nous aide. C'est pas des prédictions, je dis, c'est pas des prédictions à la... Non, c'est vrai que ça c'est important de le dire, l'astrologie, c'est pas une science prédictive. Mais pas du tout, c'est juste, il y a des références à prendre, si on veut se connaître, si on veut avancer, et on vient valider souvent, moi je l'ai vu encore hier, ça valide l'intuition. Ouais. Et quoi de mieux que d'être validé? Je crois que c'est super intéressant, quand quelqu'un ne vous connaît pas, vous fait le thème, et puis vous dites, voilà, vous êtes dans cette période-là, là, puis que vous voyez, vous êtes en grand chambardement, c'est ok. J'accepte plus facilement. J'accepte les épreuves. Là, en ce moment, ce qui déboule au cabinet, je dis les 1980. Bonjour, je suis née en 1980. Très bien, installez-vous. Ah ouais? C'est pas le bordel en ce moment chez vous? Comment vous savez? C'est juste que vos transits, en fait, ils sont en grand mouvement. Vous êtes en crise de vie, quoi. Là, vous êtes en grande crise, les 1980. Donc, forcément, je les vois débouler. Ils ont besoin de savoir où ils peuvent aller, comment est-ce que c'est normal, de comprendre ce qui se joue. Mais quand vous savez que c'est normal, vous l'acceptez plus facilement, en fait. En fait, c'est un vrai outil de connaissance de soi, donc c'est hyper puissant.
Ouais. C'est hyper puissant. Parce que c'est un côté, au-delà d'être rassurant, c'est un côté aussi où en fait, ça nous permet de mieux comprendre et de mieux savoir où est-ce qu'il faut aller. Et qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Complètement, ça évite les hors-pistes, ça peut même éviter d'être, de se faire malade pour un travail qui nous convient pas. Bah oui. Combien de fois on le voit, là. C'est classique, hein. Ouais. C'est classique, le travail nous rend malade, mais combien de fois je vois où les personnes ont besoin de dire, mais enfin, c'est quoi mon potentiel ? Si vous êtes je suis bon dans quoi ? Si vous n'êtes pas sur votre chemin, je viens proposer. Moi, je fais que proposer, en fait. Oui. Les personnes ont leur libre arbitre et ça va les toucher ou pas, voilà, peu importe. Mais on fait une photo de l'état actuel et puis de valider que, voilà, il y a un changement professionnel qui se met en route et quoi qu'il se passe, faut accepter ce changement. Ils vont dire, ok. Je me souviens d'une dame, je vais prendre un exemple parce que c'est important, qui vient et qui me dit, Sandrine, moi, dis-moi à peu près mon année, ce que je dois travailler, où est mon axe d'amélioration. Et je lui dis, je vois un truc, là, il y a des bouleversements familiaux, et là, elle me dit, ah oui, je comprends, j'ai ma maman qui va pas bien et tout, elle me dit ça. Je dis, écoute, voilà, je sens qu'il y a du changement, je sais pas exactement, et elle me dit, dis-moi franco, parce que voilà, je veux prévoir ça avec ma mère. Si j'ai à vivre quelque chose, un deuil ou quoi que ce soit, au moins comme ça je le sais, parce que je vais l'emmener quelque part. Et ok, je lui dis, voilà, ça va être une année difficile. Je te dis, je ne peux pas prédire aucun truc. Par contre, je sais qu'il y a du changement qui va. Et donc, elle est partie en disant, comme il y a du changement, je vais faire ce que j'ai à faire. Donc, tu as pu lui donner quand même une période où tu sentais qu'il y avait des gros changements. Voilà, où ça allait être bousculant, en fait. Voilà. Ça allait être super bousculant. Ça, t'arrivais à le lire. Elle est revenue l'année d'après en me disant, merci. Elle m'a dit, merci parce que tu m'as préparé que ça allait être difficile, que tu ne savais pas la période, mais je me suis tout de suite, en sortant du cabinet, je me suis mis dans le truc, c'est dur, mais je vais profiter de l'instant présent. Ça veut dire comme si j'avais j'avais proposé, et elle a pris en fait l'information. Bien sûr. Parce que chacun prend l'information qu'il veut. Mais oui, non, mais t'es pas obligé de me suivre, t'es pas obligé d'écouter, tu peux faire tout le contraire, et il n'y a aucun problème en fait. Mais elle a pris l'information comme quelque chose de précieux. Et ça lui a permis en fait une libération beaucoup plus facile après. Beaucoup plus douce, quoi. Voilà, et c'est vrai que ça a été très très bousculant pour elle. Mais elle disait, Sandrine, en rigolant, Sandrine m'avait prévenu une année de merde. C'est un peu ça. Oui, mais du coup, ça lui a permis de vivre la chose d'une manière beaucoup plus douce. Mais complètement. Et de l'appréhender d'une autre manière, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Et tu vois, des fois, on vient me consulter pour des choses. Est-ce que c'est dans cette période-là ? Est-ce que c'est OK que je puisse monter mon entreprise, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Oui, est-ce que tu as aussi des consultations à ce niveau-là, quoi ? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? Est-ce que c'est le bon moment de me lancer ? Tu vois, des gros changements de vie comme ça, j'imagine que c'est pertinent. Oui, ça aide. Ça aide de trouver, en fait, ça valide. Souvent, je demande l'intuition, déjà, quelle intuition ils ont, comment ils veulent. Et après, on trouve, en fait, dans le thème, s'il y a des épreuves possibles à ce moment-là. Et puis, on essaye de faire une lecture, en fait, sur ce qu'ils viennent me demander. En fait. Ouais, sur le projet. Ça peut être le couple, ça peut être le brassage, ça peut être les enfants, tout est possible, en fait. Oui, tout est possible, Ok, c'est super intéressant. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager là-dessus ou est-ce qu'on bifurque sur la fameuse année 2025 ? Allez, on peut bifurquer sur cette année 2025. Alors, qu'a-t-elle à nous réserver là ? Oui. Ça brassouille un peu, voilà. Ce qu'on a vu. Ça brassouille déjà depuis quelques temps. Oui, 2024, ça va secouer un petit peu parce qu'on a eu la rentrée de Pluton dans le signe du Verseau. Alors, en 2024 En 2024, ça a commencé déjà en 2024. C'est le premier sursaut. Donc Pluton, il faut savoir que chaque signe du zodiaque a une planète de référence. Et Pluton, si tu veux, c'est une planète qu'on a trouvée tard. Je ne sais plus en quelle année elle a été trouvée, mais c'est la planète du changement, de la transformation en profondeur. Lui, Pluton, lui, il cherche vraiment dans son énergie, cette planète-là, on va dire elle cherche vraiment à nous faire changer en profondeur. Elle est maître du signe du Scorpion. Ouais. Donc c'est la mort et la renaissance. La renaissance. Voilà. Ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Donc l'idée en fait de Pluton, donc elle est pas dans le signe du Scorpion, elle est dans le signe du Verseau.
Souviens-toi, la petite graine, c'est celle qui se détache et qui veut sa liberté, le Verseau. Le Verseau, oui. Donc, cette configuration de planète, on l'a déjà eu à un moment donné. C'est un peu la planète qui vient révolutionner avec le Verseau. Pour la Révolution française, en 1789, voilà. C'était à peu près ça, je crois, 1786, un truc comme ça, mais bon, voilà. C'était la même configuration. On était dans la même config où, il y a un certain moment, voilà, Pluton rentre en Verseau. Donc, on a évolué, l'être humain. Oui. On est moins dans une révolution de couper la tête au roi. Oui, on est dans une différente forme de révolution. Voilà, on est dans une révolution plutôt, de nouveau, industrielle, mais plutôt sur la technologie de pointe. Oui. Donc là, on a senti déjà depuis janvier, alors moi j'aime à dire que voilà ce que j'ai vu de mon côté. Après, il y a d'autres astrologues qui le feraient vraiment mieux que moi. Mais moi, de ma petite lunette à moi et de mon petit côté astrologue à Voiron, moi, Pluton est rentré en Verseau quelques jours après, au mois de janvier 2024, et vous pouvez aller vérifier mes dires, les agriculteurs étaient dans la rue. Tout de suite, ça a été bloqué. Ils ont fait blocus. C'est la révolution. Et la planète du Verseau étant Uranus, était en Taureau pour des valeurs, en fait. Ouais. Pour des valeurs de terre. Et le Taureau, valeurs de terre, oui. Voilà. Donc, il y a tout un bouleversement qui a commencé. Moi, j'ai senti Pluton, je me suis dit, waouh, là, on va vraiment vers quelque chose, un grand changement qui commence. Ouais. Après, ça s'est un peu tu, voilà. Et l'arrivée de Pluton, et après, Pluton a rétrogradé, mais ça a été sous le signe, je change. Puis après, je vais regarder les limites, parce que Pluton, il a rétrogradé dans le signe. Rétrograder, ça veut dire ralentir et repartir en arrière. Donc, il va réviser quand on dit Pluton rétrograde, il part dans le signe juste avant le Verseau. Bon, c'est un peu technique ça. Mais si tu veux, Pluton, il est allé réviser le cadre et les limites pour s'affranchir du cadre. Ah oui. Et là, maintenant, mais là, bam, tout est possible. Ouais. 2025, ouais. Depuis novembre, il est rentré. Et là, tu dis, mais waouh, ça avance à une vitesse. Ouais. Il faut qu'on change. L'humain est en train de changer. Du coup, l'année 2025, il y a une planète qui m'interpelle et qui interpelle un peu tous les astrologues, mais qui est déjà mise en mouvement, c'est Uranus. Uranus, c'est la planète qui est maître du Verseau. Ah, donc... Tu te souviens, on a dit le Verseau, c'est un peu l'originalité, le mouvement, les vents violents, c'est le petit génie, c'est le côté révolte aussi, c'est le côté aussi des amitiés, c'est le côté de l'inattendu. Le côté humaniste. Voilà, humaniste, la fraternité, la sororité. Donc ça, c'est un peu la planète qui gère le Verseau. Et en fait, elle est actuellement, jusqu'au mois de juillet 2025, cette planète Uranus, elle est dans le signe du Taureau. C'est comme je disais tout à l'heure, j'avais entendu ça par un prof, c'est comme si vous aviez un cerf-volant, et votre cerf-volant a envie de s'envoler, mais le Taureau le retient au sol. Ouais. Comme s'il y avait un ralentissement en fait. Uranus qui est la planète qui s'affranchit, c'est l'adolescent qui sort, qui veut plus avoir des parents, qui a envie de sortir par la fenêtre et tout, qui a envie d'y aller. Pour l'instant, il est tenu par la terre du Taureau. D'où la notion des revendications des agriculteurs d'ailleurs. Et là, en fait, à partir de juillet, eh bien, il va passer dans le signe d'air, c'est-à-dire qu'il rentre dans un élément qu'il aime. Il va pouvoir s'envoler, quoi. Et il va pouvoir s'envoler, Uranus. Et donc, il y a toute une nouvelle système d'intelligence qui se met en place. Vous avez entendu plus que moi, machin, ChatGPT, machin, tout ça qui se met en place. Bah, puis les investissements là dans l'IA. Les investissements qui viennent. Qui tombent en cascade. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment, Uranus va s'ouvrir au plus grand nombre, mais attention, avec cette fréquence-là, on est dans de l'artificiel. Oui. Donc, attention à la vitesse où ce soit les machines qui commandent l'homme.
C'est possible, hein, on faut vivre avec son temps. Le côté aérien, c'est qu'il y a peut-être des avions, des choses comme ça, où on voit bien avec, si vous regardez l'information, on va pas citer, mais vous voyez bien qu'il y a même des zones aux États-Unis où ils sont en train de faire des endroits top secrets pour peut-être s'envoyer, je sais pas, des vaisseaux spatiaux. On ne sait où, mais on ne sait où, voilà, ça c'est pas le. Mais il y a une sorte comment dire, d'accélération qui va se proposer avec Uranus. Donc c'est vraiment le tout début, et croyez-moi, l'intelligence de ça, c'est que il va pas falloir perdre ses valeurs d'être humain. Ouais, je pense que c'est le grand risque. Voilà, tout à l'heure je te parlais en fait d'histoire on veut être connecté. Ouais. Connecté, on a sa montre connectée, on est connecté tout le temps. On est connecté à quoi? Connecté, mais voilà. Et attention de ne pas oublier les valeurs de cœur, moi c'est ce que je dis tout le temps, attention, le côté terre à terre. Le but c'est d'être relié et non pas connecté, parce que connecté, il y a déconnecté. Bah, complètement. Donc quand on est déconnecté, c'est l'enjeu d'Uranus en Gémeaux, dans le signe de l'air, c'est de ne pas oublier sa terre, d'où l'on vient, l'ancrage à la terre, l'ancrage au corps. Et comme je te disais, en fait, j'ai reçu pour la première fois une personne au cabinet. Récemment, là. Voilà, qui vient de se faire licencier, et à la place, on a mis l'intelligence artificielle, qui est beaucoup plus intelligente qu'elle, parce qu'elle mettait en fait 2 fois moins de temps pour trouver une erreur. On est humain. Ouais. On prenait son temps. Bah, ça, c'était Uranus en Taureau. Là, et donc, il y avait presque, dans l'idée, hein, ça, c'est que, en fait, sa proposition, c'était de plus faire ce travail-là, mais d'être en maintenance. De s'occuper de la machine. De s'occuper. Et comme je te disais, très terre à terre. Ouais. Avant, on sortait le fumier, on nettoyait les écuries, tout ça. Ben, là, on va les nettoyer les machines. Ouais. Donc, on va s'occuper de la machine. De la machine et de la merde, quoi. Bah oui. Enfin, voilà, si je peux me permettre de parler comme ça. Mais voilà, et derrière, il se cache des énormes fortunes. Il y aura plein de choses, en fait, qui vont changer. Donc, c'est pas d'en avoir peur, loin de là, c'est d'accepter de vivre avec son temps, parce que ça, c'est important. Mais attention de toujours rester ancré. Parce que là, Uranus, pendant 7 ans, hein, j'ai regardé jusqu'en 2032. Ah, ça dure 7 ans? Ouais, ça dure 7 ans. Ah ouais, 2032, oh, ok. Donc, il y a cette idée-là, on est dans le début de la révolution. Ouais. J'attends de voir un peu 2026. Il y a une opposition Jupiter, je ne sais plus exactement la date, Jupiter-Pluton. Donc Jupiter sera en Lion, Jupiter qui est la croissance, l'expansion. Et la dernière fois qu'on a eu Pluton, ce positionnement Pluton en Verseau et Jupiter en Lion, c'était quand on a coupé la tête au roi en France. Donc on se dit, 2026, il y a peut-être des possibilités qui se profilent. Qui se profilent. Ouais. Je ne veux pas faire des prédictions, c'est juste, je lis l'astro et je dis, il y a risque d'avoir beaucoup de changements. Soit j'accepte, soit je rebute et je fais semblant et je move dans le truc d'accepter, de ne pas avoir de conscience, soit je vais un peu me renseigner, mais je garde mon libre arbitre. Voilà, c'est un peu ce qui est proposé sur les années, cette année-là 2025. Ça risque de bouger, voilà, on sent que, quand je parlais de l'amitié tout à l'heure, quand on regarde les informations, on se dit, tiens, il y a des amitiés qui se font nouvelles, tiens. Je n'avais pas pensé qu'au niveau mondial, il y a certaines amitiés qui... certains profils lui aussi, voilà, certains profils qui peuvent ça se met. Là, on a appris avec le sommet de l'intelligence artificielle que la France allait s'allier avec l'Inde. Voilà, des nouvelles amitiés. Des nouvelles alliances, des nouvelles amitiés qui peuvent se faire. Qui peuvent surgir. Ouais. Voilà, ça c'est un peu au niveau mondial, c'est une petite information qui va nous faire bouger. Oui, donc 2025, un nouveau cycle commence, quoi. Voilà, tout à fait. Et ça aurait pu être porteur de nouveautés littéraires aussi, parce que le Gémeaux, c'est un peu la littérature, c'est de nous aider à penser autrement, c'est le côté un petit peu... sortir des sentiers battus. Voilà, le côté nourrir peut-être des pensées différentes, plus en lien avec peut-être un peu de fraternité, de sororité, d'entraide, de choses comme ça. Après, on verra ce que ça donne va proposer. En tout cas, ça nous demande à tous d'étudier.
Et plus avec le thème on va arriver à se connaître, plus on va voir l'impact de cet Uranus en 2025. C'est bien d'aller voir, d'aller visiter et d'aller voir, tiens, Uranus, il passe en Verseau, c'est quand... Uranus passe en Gémeaux. Ouais. Donc, c'est important de regarder dans mon thème où se situe le Gémeaux. Où se situe le Gémeaux. Voilà. Okay. Pour 2025. Voilà, le 0 degré du Gémeaux pour 2025. On dit, tiens, quand on change, au bout de 7 ans, tu vois, 7 ans, on commence à s'habituer à l'énergie. Et là, pouf, il apporte une nouvelle énergie. Ouais. Sachant que Uranus, il bouleverse. De toute façon, il bouleverse tous les codes. Ça, c'est un petit exercice pour vous, alors. Allez voir sur votre thème. Allez regarder votre thème. Prenez votre thème et regardez où est les 0 degrés de votre Gémeaux. Voilà, et vous verrez où ça risque de bousculer. Ouais. Bon, des années se profilent, des années assez enrichissantes se profilent, hein. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est marrant que ça aille nous chercher quand même là-dessus, parce qu'on est quand même, depuis des années, de plus en plus connectés, comme tu disais, mais aussi à la fois déconnectés des uns et des autres. Enfin, on le ressent quand même. Enfin, il y a un décalage entre les deux. On est à la fois ultra connectés, à la fois déconnectés. Donc, du coup, là, le fait que ça s'accélère, je pense que ça va vraiment chercher l'humanité dans sa globalité, là. Complètement, ouais. Et puis, on a créé un monde un peu d'individualité. Complètement. Voilà, donc comme si... Mais jusqu'où, quelles sont les limites ? C'est ça. C'est ça aussi. On se demande on se demande jusqu'à où ça peut aller. Mais on peut se brûler les ailes aussi. Complètement. Le but, c'est de garder, en fait, l'idée, c'est de garder sa capacité de perception, garder son intuition aussi. Ça, c'est important parce que ça, la machine, elle peut pas te l'enlever. Garder de l'or dans tes mains, dans ton savoir-faire. Ça, c'est important. Ceux qui ont d'or dans les mains, ils ont des métiers... Dans un premier temps, on résiste. On peut être un peu des résistants, comme à la guerre. Ceux qui ne veulent pas la guerre, ils vont résister dans l'envahissement, les choses comme ça. Donc, peut-être c'est mon point de vue, mais de garder un petit peu des métiers terre à terre et des choses, de garder son savoir-faire pour pouvoir le transmettre. Moi, on avait appris avec Marc, c'était un savoir-faire qu'on doit faire savoir. Savoir-faire, faire savoir en toute humilité et en toute fierté. Voilà, mais c'est en toute humilité d'abord. Donc, on pourrait laisser ça à nos enfants aussi, à venir, nos petits-enfants. C'est beau, ça. Ouais. Est-ce qu'on terminera là-dessus ? Eh bien, merci en tout cas, Sophie. Merci Sandrine, c'était ultra intéressant. Tu nous as appris plein de choses. C'était super. Merci pour avoir transmis toutes tes connaissances et tout ton savoir, comme tu viens de le dire. C'était génial. Eh ben merci à tous ceux qui m'écouteront et merci à toi surtout, Sophie, pour tout le travail généreux que tu offres et de nous faire vivre aussi à travers ces podcasts. C'est hyper important, donc merci à toi. Merci Sandrine. À très vite. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu et appris de nouvelles choses. Si vous souhaitez témoigner d'une histoire personnelle ou de votre parcours professionnel en lien avec ce podcast, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur l'invisibleexpliqué.podcast@gmail.com. L'adresse est en description. Si vous souhaitez également me soutenir, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et surtout à partager ce podcast. C'est le meilleur moyen de le faire grandir et pour ça, je vous en remercie. À très vite dans un prochain épisode.